Bonjour et bienvenue à cette formation présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada intitulée Aperçu clinique des effets indésirables liés au système immunitaire, syndrome de libération des cytokines et syndrome de neurotoxicité associé aux cellules effectrices immunitaires. Alors, je me présente, Pascal Rousseau, je suis gestionnaire des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Avant de débuter la présentation principale, j'aimerais vous faire part de notre mission et vous présenter quelques ressources qui pourraient vous être utiles à vous et aux personnes que vous soutenez. À la Société de leucémie lymphome du Canada, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche sur les cancers du sang et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à la communauté. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Vous pouvez vous inscrire à l'une ou l'autre de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. À la fin, vous recevrez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes. Plus de 1500 professionnels de la santé utilisent la plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Vous retrouverez des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, sur les aspects psychosociaux, sur la survivance au cancer, etc. De nouvelles formations s'ajoutent régulièrement et plusieurs de nos formations sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, comme celle-ci. Alors, vous pouvez visiter le www.formationcontinuecancerduSang.ca. Nous avons disponible sur notre site Internet différents outils éducatifs en différents formats, comme une chaîne de balado, des vidéos animées, des feuillets informatifs, des livrets, etc., portant sur les cancers du sang spécifiquement, mais également sur les traitements, sur les aspects psychosociaux du cancer. Vous pouvez d'ailleurs télécharger nos nouveaux feuillets sur la gestion du SLC et du ICANS. Et tous ces outils et bien plus encore peuvent être commandés ou encore téléchargés via notre site Internet. Vous pouvez commander nos feuillets détachables pour faciliter la référence vers nos services ou encore de la documentation sur le cancer du sang pour informer les personnes touchées, les familles que vous soutenez. Et le tout se fait aisément et sans frais. Et la majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé via notre site Internet. Et grâce au formulaire électronique pratique que vous voyez à l'écran, vous pouvez commander du matériel qui sera expédié à votre établissement, le tout en quelques clics seulement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le ou la responsable des services communautaires de votre région. Nous sommes toujours heureux de pouvoir vous aider. Et finalement, je voudrais mentionner que le soutien psychosocial et émotionnel est très important pour la Société de leucémie lymphome du Canada. Notre programme de soutien par les pairs a été identifié comme un service clé, mais beaucoup ne le connaissent pas. Des bénévoles qui ont terminé leur traitement depuis au moins un an ou encore vivants avec un cancer chronique, sélectionnés et formés, partagent leur histoire avec des personnes nouvellement diagnostiquées ou qui sont confrontés à une nouvelle option de traitement ou encore qui ont des questions sur l'après-cancer. Ce programme est également disponible pour les proches. L'âge, le sexe, le diagnostic et le traitement sont pris en compte pour garantir le meilleur jumelage possible. Et ce programme contribue à donner de l'espoir, à atténuer l'anxiété et à créer des attentes réalistes. Et nous proposons également des groupes de soutien virtuels d'un bout à l'autre du pays, animés par des professionnels. Nos groupes de soutien permettent à la communauté des personnes touchées par un cancer du sang d'entrer en contact avec d'autres personnes qui font face aux mêmes défis dans le confort de leur foyer. Les personnes qui participent à nos groupes créent des liens grâce aux discussions de groupe, partagent des méthodes d'adaptation et des informations et se sentent moins seules. Alors, vous pouvez visiter notre site web cancerdusang.ca pour plus de détails. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Julie Campeau. Alors, Julie, elle est infirmière pivot, coordonnatrice CAR-T au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle pratique comme infirmière depuis 18 ans, 13 ans comme infirmière clinicienne et 12 ans spécifiquement en hémato-oncologie. Alors, Julie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Pascal. C'est toujours un plaisir de m'associer avec la Société Leucémie et Lymphome Canada. Toujours très intéressant de collaborer avec vous.
Donc, on va commencer dans le vif du sujet parce que c'est quand même deux grosses matières dans la formation. Donc, dans l'ordre du jour, aujourd'hui, on va voir tout d'abord les objectifs d'apprentissage, une petite introduction. Je vais vous décrire le SLC et les ICANS, faire une description de chacun, parler des causes pour chacun, des facteurs de risque, de la physiopathologie, des signes et symptômes. Ensuite de ça, on va parler de comment on les diagnostique, quels sont les grades, comment on fait la gestion clinique par rapport à chacun d'eux, en quoi consistent les traitements. On va voir une étude de cas pour chacun d'eux et je vais terminer en parlant des points clés en résumant le tout. Au niveau des objectifs d'apprentissage, donc le but aujourd'hui, c'est de comprendre et de traiter les effets indésirables d'origine immunitaire, donc le syndrome de libération des cytokines, qu'on va appeler le SLC, ou vous allez souvent entendre parler aussi du CRS, qui est en anglais, pour Cytokine Release Syndrome. Aujourd'hui, je vais utiliser le terme SLC et le syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices, le ICANS. Donc, on va les définir tous les deux. On va essayer de comprendre la physiopathologie pour chacun d'eux, reconnaître leurs signes et symptômes, expliquer le diagnostic, comment on les classe, comment on fait la prise en charge clinique pour chacun d'eux, basé sur l'expérience qu'on a avec la thérapie CAR-T. On va aussi tenter de reconnaître les modalités d'apparition et la durée, autant pour le SLC et pour le ICANS, en lien avec des essais cliniques pour chacune des thérapies qui ont été utilisées avec des lymphocytes T. Et on va parler de la gestion des effets secondaires pour chacun d'eux. Alors, je ferme ma caméra et je vous retrouve. Donc, on connaît tous la chimiothérapie, on a tous déjà entendu parler de chimiothérapie, mais depuis approximativement une dizaine d'années, il y a eu une apparition de nouveaux traitements pour le lymphome. Ces traitements-là se sont basés sur l'activation des cellules T et elles ont permis de traiter des personnes qui sont touchées par le cancer, entre autres le lymphome. Par contre, les nouveaux traitements occasionnent des nouveaux symptômes qu'on a dû apprendre à connaître et à traiter. Et ces symptômes-là, ben, malheureusement, ils peuvent vraiment être graves, voire même fatals, s'ils ne sont pas traités rapidement. Donc, comme on utilise ces thérapies-là, c'est très important qu'on puisse mieux les connaître. Et donc, cette formation-là va passer en revue ces toxicités-là. On va tout d'abord parler du SLC. Ensuite de ça, je vais vous parler des ICANS. Sachez que les deux sont des toxicités qui sont très distinctes, mais toutes les deux s'expliquent par le fait que le système immunitaire réagit, mais de façon démesurée. Et ça va se produire quand on va administrer une thérapie qui utilise une mobilisation des lymphocytes T, comme la thérapie CAR-T. Et ça peut aussi survenir quand quand on utilise des anticorps bispécifiques. Alors, je vais revoir avec vous un peu l'apparition justement là, du SLC et voir sa durée. Donc, on dit qu'il apparaît de quelques heures à quelques jours après le début des traitements et il va disparaître en quelques jours à quelques semaines. Et quand on parle du SLC, on dit que c'est un syndrome. Donc, un syndrome, c'est quoi? C'est un groupe de signes et de symptômes qui font en sorte qu'on est dans un état qui est anormal. Ça va se produire, comme je disais précédemment, quand le système immunitaire va réagir de façon excessive à des stimuli. Ces stimuli-là, on va voir qu'ils peuvent être variés. Je vais revenir là-dessus. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une libération de cytokines, une libération très rapide aussi de cytokines dans le sang.
par les cellules immunitaires. Bon. Au niveau des causes du SLC, donc, tantôt, je vous disais qu'il pouvait y avoir certains motifs qui font en sorte qu'on va développer un SLC. Donc, il y en a principalement deux, hein, une réaction à des infections ou le fait d'avoir une immunothérapie. Donc, autant un CAR-T qu'une thérapie par anticorps bispécifique. Au niveau des facteurs de risque, c'est sûr que quand on voit que le cancer est assez étendu, donc que la charge tumorale est grande, il peut y avoir une augmentation du risque de SLC. C'est la même chose quand on a une chimiothérapie de lymphodéplétion qui est plus intense. La dose des cellules que l'on va administrer aussi dans les thérapies vont jouer. La thrombocytopénie, donc le fait d'avoir des plaquettes qui sont basses, anormalement basses, et le type de thérapie cellulaire qu'on va utiliser. Donc, vous allez voir un petit peu plus tard, je vais vous parler de différents traitements et vous allez voir qu'il y en a certains qui ont plus de risques de favoriser la SLC. Au niveau de la physiopathologie, on ne sait pas encore exactement comment on peut expliquer le SLC, mais ce qu'on sait, comme je vous disais, c'est qu'il y a une libération massive et rapide de cytokines. Et ça peut être lié, ça peut se produire parce qu'il y a eu une activation des cellules T, donc dans un contexte où on a administré un traitement. Il va y avoir subséquemment à ça une libération de cytokines. Ça peut aussi être, comme vous voyez sur l'image, une cellule, donc la lyse des cellules cibles, une mort cellulaire. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une libération de cytokines. Notamment, là, on va y trouver l'interféron gamma et le facteur de nécrose des tumeurs alpha. Et là, il y a comme une réaction en chaîne qui arrive parce que les cellules immunitaires, il va comme avoir une boucle parce que les macrophages et les cellules endothéliales vont favoriser, elles aussi, la libération de cytokines. Donc, c'est comme une boucle positive en continu. Et là, bien, vous comprendrez bien qu'on se retrouve avec encore plus de cytokines, notamment les interleukines. Je vais vous parler plus tard surtout de l'interleukine 6, mais sachez que les interleukines 1, les interleukines 8, 10 vont aussi être sécrétées. Et là, on a tout ce qu'il faut pour avoir une réponse inflammatoire et un choc cytokinique. Ce qu'on voit ici, c'est les signes et les symptômes. Donc, ce qu'on voit d'emblée chez les patients, c'est de la fièvre. Ils en font pratiquement tous, ben, tous quand ils font un SLC. Et dans les formes graves, ce qu'on peut voir du côté le plus tardif, vous voyez, ça peut aller même jusqu'à la dysfonction cardiaque, défaillance d'organes et même mettre la vie en danger, là, aller jusqu'à la mort. J'attire votre attention sur le fait que ça peut ressembler à une infection, hein, comme une grippe, quand on voit le fatigue, céphalée, arthralgie, donc des douleurs aux articulations, myalgie, des douleurs aux muscles. Donc, on va voir tantôt comment on fait là, pour différencier avec les diagnostics différentiels. Mais comme vous voyez, ça peut vraiment aller, ça peut être très grave. Au niveau des cytokines, donc les cytokines, tout le monde, on en a. Dans un système immunitaire sain, quand notre système immunitaire est en contact avec une menace, qu'il considère comme une menace, entre autres une infection ou une lésion tissulaire, il va y avoir des protéines qui sont libérées par l'organisme et ça va être des cytokines. Le souci, comme vous avez compris, dans le SLC, c'est qu'elles sont anormalement élevées et elles sont sécrétées de façon très rapide. Tantôt, je vous parlais de l'interleukine 6. Pourquoi on s'intéresse à l'interleukine 6? C'est qu'on s'est rendu compte que c'est une cible thérapeutique. Donc, tout d'abord, l'augmentation des interleukines 6 est vraiment associée
à un SLC qui est très grave. La bonne nouvelle, c'est que le SLC peut être résolu quand on inhibe la voie des interleukines 6. Je vais vous parler un petit peu plus tard d'un médicament qu'on utilise pour ça et qui nous permet donc de régler ou de reprendre le contrôle sur cette réaction-là. Maintenant, on va parler de notre façon de diagnostiquer le SLC. Ça peut devenir difficile, hein, comme je vous disais tout à l'heure, de différencier avec des infections ou d'autres diagnostics parce que ça commence par une fièvre. Donc, on va avoir plusieurs signes qui ne sont pas nécessairement spécifiques à la SLC. Alors, ça va être important pour le médecin et l'équipe traitante de voir le temps qui s'est écoulé entre le moment où j'ai reçu l'immunothérapie et l'apparition des symptômes. Et s'ajoute à ça l'examen physique, les analyses sanguines, comme exemple une formule sanguine complète, les examens d'imagerie, donc tout ce qu'on peut faire comme résonance magnétique, radiographie, scan, les analyses d'urine, une télémétrie, donc évaluer la fonction cardiaque, évaluer l'oxygénation et une échocardiogramme. Tout ça, ça va nous permettre d'exclure des diagnostics différentiels dont je vous présente à l'instant. Donc, comme vous voyez, je parlais tantôt d'infection. Donc, ça peut être facile là, de penser qu'il y a une infection, qu'il y a un syndrome de lise tumorale, qu'il y a une hypersensibilité ou autre. Et je vais vous expliquer un peu comment on fait là, pour les différencier. Pour l'infection, on va se fier bien évidemment à tout ce qui est, bon, dans les prises de sang, un taux élevé de lactate. Regardez, on va suivre les symptômes d'infection et suivre nos résultats de culture. Donc, si d'emblée, on sait que nos résultats de culture sont négatifs et donc il n'y a pas d'infection sous-jacente, on peut venir penser qu'on a justement affaire à un SLC. Le syndrome de lise tumorale, ben, c'est quand il y a une destruction des cellules, il y a une libération au niveau sanguin de phosphate, d'acide urique, de calcium et de potassium. Donc, ça va venir nous aider à faire la différence entre les deux et aussi avec les autres examens qu'on va avoir faits. Au niveau de l'hypersensibilité, celui-là, je vous dirais que c'est plus fréquent avec la thérapie CAR-T et ça survient de quelques minutes à quelques heures après la perfusion. Donc, quand je vous disais qu'on va porter attention au laps de temps qui s'était écoulé entre le moment de la thérapie et les symptômes, c'en est un bon exemple pour éliminer une cause, un diagnostic différentiel là, qui serait l'hypersensibilité. Le prochain, lymphohistiocytose hémophagocytaire, qu'on dit HLH, ou le syndrome d'activation des macrophages. À ce moment-là, il y a des lignes directrices qui ont été faites par l'Histiocyte Society. Et ce qu'on va nous dire, c'est que soit on va voir des mutations moléculaires, ou on va retrouver un des 5 éléments parmi ceux que je vais vous mentionner, dont la fièvre, splénomégalie, donc une augmentation de la rate, des cytopénies, mais qui affectent au moins 2 lignées cellulaires différentes, une hypertriglycéridémie, une hémophagocytose dans la moelle osseuse, les ganglions lymphatiques, le foie ou la rate. On peut aussi retrouver des cellules tueuses naturelles qui sont vraiment peu nombreuses ou absentes au niveau des taux sanguins, un taux élevé de ferritine et une augmentation de concentration du CD25 soluble. Donc ça, c'est ce qui va aider justement l'équipe médicale à déterminer, exclure ce symptôme-là. Au niveau de l'embolie pulmonaire, ben ça, évidemment, on va aller voir, on va faire un angioscan là, pour exclure ça peut être ça. Pour les grades, il y a différentes, je vous dirais qu'auparavant, quand on a commencé à entendre parler du SLC, vous allez d'un établissement à l'autre et ce n'étaient pas les mêmes évaluations qui étaient utilisées.
À l'ère actuelle, il y a plusieurs systèmes de classification, mais je vous dirais que majoritairement, il y a la première là, que vous voyez à la gauche de l'American Society for Transplantation and Cellular Therapy, le ASTCT. Il y a les critères de Lee et Cole 2014 et il y a les critères de terminologie communs pour les effets indésirables. Maintenant, on est rendu à la version 5.0. J'attire votre attention sur le fait que quand on est, vous voyez que vous allez voir, il y a de la fièvre dans tous les grades. Par contre, ce qui va changer, c'est quand on parle de grade 1, il n'y aura pas d'hypotension, il n'y aura pas d'hypoxie. Quand on va aller vers le grade 2, il va y avoir de l'hypotension, mais on n'aura pas besoin d'un vasopresseur. Et ça se peut qu'il y ait de l'hypoxie, mais on va avoir là, à peine, juste besoin d'une canule nasale à faible débit. Quand vous regardez pour Lee et Cole et les autres symptômes, ben, ça résume un petit peu, mais ils sont un peu moins précis, je vous dirais, là, dans les données. Par contre, eux vont parler au niveau de besoin d'oxygène, ils vont parler d'une FiO2 soit en bas de 40% ou à partir de 40% et plus. Les grades, quand on augmente, donc grade 3, vous voyez qu'il y a encore la température. Et là, on a de l'hypotension, on a un vasopresseur, donc on a besoin d'un vasopresseur, mais avec ou sans vasopressine. Et là, on va avoir besoin, il y a une hypoxie, et on va avoir besoin de lunettes nasales à faible débit, un masque facial ou un masque de type Venturi. Et là, vous voyez du côté de l'école et du côté des critères de surveillance des fins indésirables, la FiO2 est égale ou plus grande que 40%. Et bon, c'est sûr que quand on est rendu dans le grade 4, ben là, vous comprendrez que on a vraiment besoin de plusieurs vasopresseurs à l'exclusion de la vasopressine, donc on en a besoin de d'autres. Et là, on est rendu qu'on a une hypoxie et on a besoin d'un CPAP ou un BIPAP. Donc, ça va vraiment pas bien. Il peut y avoir une toxicité organique, comme on peut voir dans l'E-col. Et grade 5, malheureusement, là, c'est des patients qui sont décédés. Au niveau de la prophylaxie, on va, comme je vous disais précédemment, hein, il y a certaines choses qui peuvent être données pour prévenir. Euh, pour prévenir justement le SLC et prévenir aussi les ICANS, dont je vais vous parler après. Majoritairement, c'est assez commun, des antipyrétiques, des antihistaminiques et ou des corticostéroïdes. Et on va donner aussi un anticorps anti-cytokine pour les personnes qui reçoivent, par exemple, la thérapie CAR-T. Et ce traitement-là s'appelle le tocilizumab. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Majoritairement, hein, évidemment, nos patients vont être sous intraveineuse. Quand je parlais d'antipyrétiques, donc ça va être par exemple du Tylenol, antihistaminique, diphanédramide, corticostéroïdes, on pourrait utiliser de la prénisolone et traitement par anticorps anticytokine, le fameux tocilizumab dont je vous parlais. Ce qui est important de savoir, c'est que actuellement, les lignes directrices pour la prise en charge associée à de l'immunothérapie, c'est vraiment, ça a été fait en lien avec l'expérience pour les CAR-T. Donc, les lignes directrices par rapport aux anticorps bispécifiques, qu'on appelle aussi des BiTE, ça n'a pas encore, elles n'ont pas encore été élaborées ou validées. Donc, on parlait on parlait, excusez-moi, de l'interleukine 6 tantôt et je vous disais que c'était bien parce qu'il y avait un traitement qui pouvait venir inhiber la voie de l'interleukine 6. Ce traitement-là s'appelle le tocilizumab. C'est le principal, c'est celui qu'on utilise de façon régulière pour traiter justement le SLC. Et ça résout vraiment, ça permet de résoudre rapidement le SLC. Là, vous voyez, le siltuximab, c'est moins commun, mais ça pourrait être utilisé aussi.
On peut utiliser soit seul ou en association avec le TOCI, les corticostéroïdes. Ce qui est bien avec les corticostéroïdes, c'est qu'ils ont un potentiel anti-inflammatoire. Donc, comme au niveau des cytokines, il y a des cytokines qui sont pro-inflammatoires. Les corticostéroïdes vont aller jouer à ce niveau-là. Et tantôt, je vous parlais du méthylprénisolone, mais il y a aussi la dexaméthasone qui est bien connue, qui est aussi employée pour traiter. À noter, le tocilizumab, on va s'en servir pour un SLC quand on est en grade égal ou supérieur à 2. Donc, en grade 1, on ne s'en sert pas. Les prochaines diapositives que je vais vous montrer, c'est vraiment les essais cliniques qui ont eu lieu pour la thérapie CAR-T et qui ont permis justement d'avoir une idée là, de l'apparition du SLC et des variantes. Il faut faire attention quand on interprète parce que, premièrement, c'est des différents traitements. Et on veut pas justement, c'était pas des études qui se visaient là, à être des études comparatives. Ce que vous voyez, ce sur quoi je veux que vous portiez attention, c'est que chacune on démontre l'apparition du SLC. Donc, vous allez en voir pour certains traitements pour lesquels c'est très élevé, d'autres c'est un peu moindre. Et vous pouvez voir aussi donc l'apparition du SLC supérieur ou égal à un grade 3 et le délai médian. Et notez bien que chacun n'ont pas utilisé les mêmes systèmes de grades. Donc, c'était selon l'étude qui était à ce moment-là fournie. Donc là, ici, c'était pour un CAR-T Yescarta. Ensuite de ça, c'était pour Breyanzi, donc pour les patients qui avaient un lymphome à cellules B agressif, soit en rechute ou réfractaire. Et vous voyez, eux, dans leurs études, nous disaient que le SLC avait été fatal dans un cas et qu'il y a 2 personnes qui avaient une SLC au moment du décès. Ensuite de ça, pour le CAR-T Kymria, vous voyez le système de grade, l'échelle de grade PEN, donc c'est une autre échelle. On peut voir là, que le SLC est moindre que précédemment. Donc, comme je vous dis, on ne vise pas à comparer, mais c'est simplement pour vous donner une idée là, des différences entre chacun. Le blinatumomab, donc le blinatumomab qui est un anticorps bispécifique, donc un BiTE, à l'heure actuelle, il n'y a pas de thérapie avec anticorps qui est approuvée pour le lymphome diffus à grande cellule B. Les données que je vais vous montrer maintenant sont plus à titre informatif et c'est pour d'autres types de diagnostics. Je vais vous les présenter. Ah, donc, encore ici, on fait attention dans l'interprétation et la comparaison des données. Donc, ici, vous voyez que ça a servi pour une population qui avait une leucémie aiguë lymphoblastique. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que le délai médian d'apparition donc, était de 2 jours, la durée médiane de 5 jours pour les cas résolus. Et dans le système de grade, donc, on était à la version 4.0. Alors, pour vous montrer que ça a quand même évolué là, depuis ce protocole-là. Le teclistamab, c'est un autre anticorps bispécifique qui est utilisé pour les gens avec le myélome multiple. Et eux aussi, comme vous voyez, avaient fait leur recherche, si on veut, leur statistique sur le SLC. Et eux, quand on voit le délai d'apparition de la SLC, vous voyez, on dit 2 jours avec un intervalle. Donc, ça avait tendance, eux, à varier. C'était pas nécessairement 2 jours fixes ou pour la durée médiane, c'était pas nécessairement 2 jours fixes non plus. Ça pouvait varier.
Le mosunetuzumab, ça c'était pour le lymphome folliculaire et donc vous voyez que là l'intervalle, ce qui est intéressant ici, c'est que selon le jour du cycle, donc cycle 1 jour 1, cycle 1 jour 8 ou cycle 2 jour 1, on voit qu'il y a une variabilité dans l'apparition du SLC. Et un petit dernier qui est le tebentafusp, j'ai toujours de la difficulté à le prononcer. Celui-là, dans le fond, c'est pour des patients avec HLA, donc qui sont atteints d'un mélanome de l'UV métastatique. Et là, à ce moment-là, il y avait d'autres statistiques, là, comme vous pouvez voir. Et eux, le délai médian d'apparition, c'était la journée de la perfusion. On va maintenant y aller avec une étude de cas, donc pour voir si vous avez retenu certaines informations. Alors, on vous donne l'exemple d'une femme de 52 ans qui est atteinte d'un lymphome diffus à grande cellule B et elle a rechuté après 2 traitements anticancéreux. Elle est éligible au traitement qui s'appelle epcoritamab, qui est un anticorps bispécifique ou BiTE. Et elle, avant d'avoir sa première dose, elle reçoit une prophylaxie. Donc, elle reçoit de la prénisolone, diphenhydramine et de l'acétaminophène. Et là, 24 heures après son injection sous-cutanée, elle va présenter des signes et des symptômes, dont de la fièvre à 38,2. Initialement, sa pression artérielle est stable, mais graduellement, elle va développer de l'hypotension et elle va nécessiter un vasopresseur. Et elle va avoir une saturation qui diminue et elle va avoir besoin d'oxygène avec une FiO2 à 40 pour cent. Alors, je serais curieuse de savoir, selon vous, elle serait à quel grade du SLC? Après avoir exclu les diagnostics différentiels ou les autres causes, on se rend compte qu'en effet, la dame semble avoir développé un SLC. Quand on regarde selon l'échelle de gradation, elle serait rendue à 3 parce qu'on se souvient qu'elle a une hypotension qui nécessite un vasopresseur et elle a de l'oxygène avec une FiO2 à 40 pour cent. On lui a donné du tocilizumab pour contrôler la réaction inflammatoire et elle a récupéré quand même rapidement après quelques doses de tocilizumab. Donc, sa température, sa pression artérielle et sa saturation se sont normalisées. Un petit retour sur les points clés. Donc, comme on s'est dit, la SLC va apparaître quand le système immunitaire va réagir de façon excessive. Il va y avoir une libération importante de cytokines et on peut se retrouver avec des symptômes qui sont semblables à la grippe, mais qui malheureusement peuvent évoluer vers des symptômes mortels, défaillance d'organes et même un décès. La SLC peut être induite autant par une lise directe avec les cellules cibles ou par l'activation des cellules T à cause des stimuli thérapeutiques. Et là, il va y avoir, avec les macrophages et les cellules du système immunitaire, une espèce de boucle positive qui va faire une libération d'encore plus de cytokines. On va se retrouver à ce moment-là avec une réaction inflammatoire. On peut atténuer la gravité du SLC et de l'ICANS à l'aide de médicaments. Au niveau de la SLC, on sait que ce qui va la traiter, c'est un anticytokine, le tocilizumab. Pourquoi? Parce qu'il va inhiber la voie de l'interleukine 6. Et on se souvient qu'on peut utiliser aussi des corticostéroïdes comme la méthylprednisolone et la dexaméthasone. Ensuite de ça, un petit retour sur le SLC, donc qui peut être induit par des thérapies qui activent les cellules T, comme les thérapies CAR-T.
Ce qu'on retient, c'est que le délai médian du SLC, quand on donne un CAR-T, donc il apparaissait entre 2 à 5 jours et sa durée était de 5 à 7 jours. Et l'incidence, donc la fréquence du SLC avec un CAR-T, variait de 46 à 94 %. Pour les anticorps bispécifiques, le délai médian d'apparition était compris entre 5 heures et 2 jours et la durée était de 2 à 5 jours. Et pour l'incidence à ce moment-là du SLC, c'était de 14 à 89 %. C'est donc ce qui conclut la partie pour le SLC. Je vais maintenant vous parler des ICANS. Donc, les ICANS. Tout d'abord, ICANS, ça vient d'où? Ça a été créé par l'American Society for Transplantation and Cellular Therapy en 2019. Alors, vous comprenez que les études qui ont eu lieu avant, il n'y avait pas de terme ICANS qui existait. On a trouvé, on parlait plutôt d'effets indésirables neurologiques ou de neurotoxicité. C'est après 2019 qu'on a pu commencer à parler de ICANS. Les études de première génération sur les CAR-T et les anticorps bispécifiques ne parlaient pas d'ICANS parce que justement, le résultat était publié avant 2019. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'un ICANS, c'est quoi? Donc, comme le SLC, c'est un syndrome. Donc, ça regroupe des signes et des symptômes. Et ça va survenir, ils surviennent ensemble et ça va faire en sorte qu'on a un état qui est particulier, qui est anormal. Il se présente, on dit que c'est un syndrome neuropsychiatrique et qui implique des cytokines pro-inflammatoires et des lésions neuronales. Il peut se présenter sous la forme d'une encéphalopathie toxique et, comme vous le comprendrez, ça peut même être un syndrome qui peut être fatal, on peut en décéder. Autant les symptômes peuvent commencer par une simple difficulté à trouver les mots, une confusion, mais ça peut vraiment aller vers une dysphasie, fatigue et même une altération des capacités motrices. Dans des cas plus graves, on pourrait vraiment avoir des crises d'épilepsie et on pourrait même aller jusqu'à un coma. On sait que l'apparition du ICANS est plus tardif que celui du SLC et on sait aussi que ces symptômes durent plus longtemps. Le délai médian de résorption des symptômes fait en sorte qu'évidemment, c'est plus long. Donc, on va avoir réglé nos symptômes de SLC. Ceux d'ICANS vont tarder et vont habituellement se résoudre par la suite. Maintenant, les causes. Donc, qu'est-ce qui cause les ICANS? Les thérapies immunosuppressives et cytotoxiques et les thérapies par lymphocytes T, donc les CAR-T, et les thérapies à anticorps bispécifiques. Au niveau des facteurs de risque, donc, il y a des choses qui vont faire en sorte qu'on est plus à risque de développer un ICANS. On parle de charge de morbidité élevée, le fait d'avoir une lymphodéplétion, donc la chimiothérapie, par exemple, qu'on donne avant la thérapie CAR-T, ça fait qu'on augmente le risque. Des doses élevées de lymphocytes T dans le traitement CAR-T, des doses élevées de ferritine ou de cytokine. Et ce qu'on sait, c'est que la forme grave du SLC est généralement un signe qu'on va avoir une forme grave d'ICANS. Donc, il y a 90 % des patients qui ont eu un ICANS qui ont déjà eu un SLC. Si on regarde un petit peu au niveau de la physiopathologie, si on veut, la biopathologie, on voit que l'ICANS va commencer par la production de cytokines pro-inflammatoires et l'activation des cellules immunitaires
dans le micro-environnement de la tumeur. Donc, ce qu'on voit par cette image-ci, c'est que la barrière hémato-encéphalique, où il est écrit BHE, on va voir qu'elle va être perturbée. Et là, donc, il va y avoir un passage, les cellules malignes dans le sang, vers le système nerveux central. Il va y avoir les macrophages qui sont activés et qui vont libérer des cytokines. Il va y avoir l'activation des cellules de la microglie. Et donc, on va se retrouver avec encore une nouvelle libération de cytokines, d'où les signes et symptômes de l'ICANS. Et même si les caractéristiques cliniques de l'ICANS, on les reconnaît bien, on se rend compte que c'est un peu comme la SLC, hein. La physiopathologie, elle n'est pas tout à fait comprise. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des cytokines pro-inflammatoires, il y a une perturbation de la barrière hémato-encéphalique et il y a des lésions neuronales. Et tout ça font en sorte d'être associé à ce syndrome-là d'ICANS. Le lien entre l'ICANS et le SLC n'est pas clair. Les deux peuvent se produire dans un même laps de temps, mais les deux sont indépendants un de l'autre. L'ICANS peut commencer par la production de cytokines pro-inflammatoires et l'activation de cellules immunitaires périphériques. Les cytokines inflammatoires vont se propager dans la circulation sanguine. Et là, évidemment, il va y avoir une perturbation de la barrière hémato-encéphalique et les cytokines vont pouvoir les franchir et vont avoir un effet néfaste sur la microglie. Et là, ben, si ça touche la microglie, il va y avoir des lésions neuronales qui vont être sous-jacentes de ça. C'est les explications que l'on a trouvées jusqu'à présent. À quoi ça ressemble quelqu'un qui fait un ICANS? Vous allez voir un petit peu plus tard là, que ça peut ressembler à des symptômes d'un AVC ou ce genre de symptômes-là. Tout d'abord, les premiers symptômes, ça va être beaucoup plus de chercher ces mots. On va avoir une aphasie expressive. Dysgraphie. Donc, on va voir nos patients quand on va leur demander d'écrire une phrase ou leur nom, ils n'auront plus la même orthographe, ils n'auront plus la même écriture qu'avant. Ils peuvent avoir des tremblements, des troubles de l'attention, de l'apraxie, de la léthargie et ça peut même être des céphalées. Donc, céphalées inhabituelles. Ça pourrait se présenter comme ça. Au niveau tardif, ça pourrait être une aphasie globale, donc vraiment la personne ne parle plus. Obtusion, de vraiment être dans un état de conscience ou de vigilance qui est diminué. Être dans le coma, crise d'épilepsie et œdème cérébral. Donc, comme vous pouvez voir, ça peut quand même évoluer rapidement et ça peut être très grave. Comment on diagnostique? Donc, on va encore y aller. Vous allez voir, là, je vais vous présenter en lien avec les critères des diagnostics différentiels. Mais dans le fond, on va s'appuyer, on va voir l'état mental, est-ce qu'il y a une immunothérapie qui a été administrée récemment? Est-ce qu'il y a un signe de diagnostic de toxicité neurologique? Et on va s'appuyer avec l'examen physique, bien évidemment. On peut avoir besoin d'une consultation en neurologie. On peut avoir à utiliser l'ophtalmoscopie. Le score ICE, je vais vous le présenter ensuite. Avoir à faire des électroencéphalogrammes, des imageries au niveau cognitif et une ponction lombaire. Et donc, on arrive avec les diagnostics différentiels. Donc, juste une simple infection, on sait que nos patients peuvent être confus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment surveiller nos résultats sanguines et surveiller nos cultures. Si nos cultures sont négatives, que les résultats sanguines ne démontrent pas qu'il y a d'infection, on va alors pouvoir pencher vers un ICANS. Au niveau d'un accident vasculaire, donc, on va voir que une AVC, ça ressemble à un ICANS, d'autant plus que les gens qui reçoivent la thérapie CAR-T sont plus à risque de faire un AVC.
Donc, évidemment, on va aller faire des imageries de la tête pour voir ce qui se passe et pouvoir éliminer que ce n'est pas un AVC. Les médicaments pour la douleur, hein, ça pourrait rendre confus certains patients. Donc, on va aller voir 24 à 72 heures avant, est-ce que la personne a eu des médicaments pour gérer la douleur. Et tout ce qui est de nouvelles maladies ou d'atteinte leptoméningée, lésions cérébrales. Donc, encore là, avec l'imagerie, ça va nous donner une idée. Donc, l'ASTCT a élaboré les lignes directrices pour le consensus de l'ICANS au niveau de l'élément principal qu'on utilise pour évaluer. Ça s'appelle le score ICE et il va nous permettre d'évaluer les patients selon 5 facteurs. Selon l'orientation, donc, est-ce que la personne connaît l'année, le mois? Est-ce qu'elle sait où est-ce qu'elle se situe en ce moment? Et là, comme vous voyez à droite dans les points, on va avoir un nombre de points qui est attribué. Ensuite de ça, la dénomination. Est-ce que la personne est capable de me montrer des objets que je lui montre? Encore là, ça va nous donner des points. Est-ce que la personne est capable de suivre des ordres? Donc, par exemple, si je lui demande de fermer les yeux, de se toucher la tête, est-ce qu'elle va être capable de le faire? L'écriture. Donc, quand je vous disais tantôt qu'on pourrait avoir une écriture, une orthographe qui est changée, alors on va faire écrire une phrase à la personne pour évaluer et on va toujours le refaire pendant un certain nombre de jours pour évaluer que c'est stable et ce, 3 fois par jour. L'attention, donc, on va y aller avec le calcul. Et là, ces notes-là vont nous donner un score de 0 à 10. Donc, on comprendra que si une personne ne sait pas lire, ne sait pas écrire, on va adapter notre test. Donc, il y a des outils qui existent qui sont adaptés. Et on va avoir le comparatif. Donc, avant que la personne reçoive son immunothérapie, on va faire le test. Et ça va être notre test de base. Si la personne a 10 sur 10 et qu'une fois la thérapie reçue, on a exemple 9 sur 10, c'est un signe qu'il y a probablement un ICANS. Et le score d'ICANS, à noter que ça fait partie du même titre qu'une évaluation neurologique comme l'état de conscience, l'activité moteur. Donc, c'est reconnu pour faire partie de ces évaluations-là. Juste vous montrer globalement à quoi ça ressemble les grades. Donc, quand on va dire qu'une personne a un grade 1, c'est qu'elle a un total de 7 à 9 sur 10 et qu'elle se réveille spontanément. Si elle a un grade 2, elle va avoir 3 à 6 sur 10 et elle va se réveiller quand on va lui parler. Donc, vraiment avec la voix. Un grade 3, on va avoir un score de 0 à 2. Et donc, il va falloir avoir une stimulation tactile. Vraiment, là, exemple, compression là, au niveau du thorax. Pourrait avoir des crises convulsives. On pourrait faire un EEG et qu'on les voit et qui disparaissent après l'intervention. Et on pourrait même voir sur l'imagerie crânienne qu'il y a une augmentation de la pression. Et quand on arrive dans le grade 4, ben, vous comprenez que, évidemment, là, la personne est probablement dans des crises convulsives. On n'est pas capable de les réveiller. Sont possiblement dans le coma, là, rendu là. Il pourrait y avoir un édème cérébral aussi là, qui est diffus avec atteinte des nerfs crâniens, triade de Cushing. Donc, ça va vraiment pas bien là, quand on est en grade 4. La façon qu'on va gérer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va donner quand nos patients ont des ICANS? On va donner des corticostéroïdes, surtout. Je vais vous en reparler, mais il va y avoir d'emblée encore la fameuse prophylaxie, donc antipyrétique, antihistaminique et des corticostéroïdes. Il y a plusieurs protocoles de prise en charge, mais je vous dirais que ça se ressemble quand même tous là, dans l'intervention.
Il il y a beaucoup d'études qui continuent dans le domaine de la recherche pour le ICANS. Il y a de nombreuses sources qui ont publié des conseils, comme le groupe de travail Cartox, la Société of Immunotherapy of Cancer et l'ASTCT. Ici, c'est un peu comme les tableaux précédemment que l'on voyait au niveau de tout ce qui est des thérapies, des essais cliniques qu'il y avait eu, mais cette fois-ci, ça vous démontre en lien avec le ICANS, donc le degré d'apparition, les grades, la durée médiane. Donc, vous pouvez voir là, pour les lymphomes diffus à grande cellule B, le CAR-T Yescarta. Donc, c'était dans le fond le pourcentage là, qui était vu dans cet essai clinique-là pour l'ICANS et le délai médian d'apparition et la durée médiane, là, un peu comme on avait vu précédemment. Il va y avoir la même chose avec l'étude de Brianzi. Donc, vous pouvez voir, et j'attire votre attention sur le fait que l'ICANS a été fatal dans 3 cas. Donc, il y a 7 personnes qui avaient un ICANS au moment du décès. Au niveau du Kymria, qui est un autre type de CAR-T. Donc, là aussi, on voit l'apparition du ICANS avec l'apparition du ICANS de grade supérieur à 3. Et vous voyez hein, que la durée, c'est ce qui attirait beaucoup mon attention quand j'avais vu les études. On voit que ça dure plus longtemps qu'un SLC. Donc, c'est 17 jours comme durée. Au niveau du blinatumomab, donc le blinatumomab, c'est un anticorps bispécifique qui est donné pour la leucémie aiguë lymphoblastique, précurseur B, qui sont réfractaires ou en rechute. Et les données relatives au blinatumomab, il faut faire attention, on parle d'événements neurologiques parce que c'était avant qu'on aille le terme ICANS. Donc, c'est pour ça qu'on parle de premier événement dans les 2 premières semaines. Ils ont quand même mis le terme ICANS, mais pour le besoin de la cause, mais c'était quand même, ça a été fait précédemment. Au niveau du teclistamab, donc ce qu'on parlait tantôt, le médicament sous-cutané qui est utilisé pour le myélome multiple, donc ça vous montre aussi les pourcentages et les délais d'apparition. Même chose pour le mosunetuzumab. Et ça ici, par contre, au niveau des délais d'apparition, durée médian, vous voyez, même l'apparition était de 1%. Donc, on avait un peu moins d'impact. Mais comme je vous dis, même ces tableaux-là, il ne faut pas chercher à les comparer entre produits. C'est vraiment à titre informatif. On va y aller avec une étude de cas pour les ICANS. Donc, cette fois-ci, c'est un jeune homme de 24 ans qui est atteint d'une leucémie lymphoblastique de type B, donc une LAL. Il est réfractaire au traitement d'induction standard. Il est éligible pour avoir un CAR-T et son CAR-T, c'est un produit cellulaire, dans le fond, qui est dirigé contre le marqueur CD19 vu sa leucémie. On lui infuse son produit, ça dure à peu près une trentaine de minutes. À peu près 7 jours après l'infusion, il présente des céphalées, des tremblements et une aphasie. Et là, devant la possibilité que ça soit une atteinte neurologique, parce qu'évidemment, tous les diagnostics différentiels ont été exclus, il y a une évaluation avec l'outil ICE qui est faite. Et là, son score est de 5 sur 10. Donc, ça nous donne un grade 2. On le traite à la dexaméthasone et les symptômes se sont résorbés après une dizaine de jours.
Au niveau des points clés à retenir pour le ICANS, donc les mécanismes qui sous-entendent les ICANS ne sont pas tout à fait bien compris, mais comme je vous expliquais, on voit que c'est en lien avec l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique. Il y a des symptômes neurologiques comme l'aphasie qui peuvent être observés conjointement avec de l'insuffisance hépatique, de l'hypertension, des anomalies électrolytiques. Les données probantes montrent que l'ICANS est associé à une inflammation systémique, un dysfonctionnement de la barrière hémato-encéphalique et des lésions neuronales. On peut atténuer la gravité de l'ICANS à l'aide d'une prophylaxie, donc de médicaments. L'ICANS est souvent traité avec des corticostéroïdes, mais comme je vous disais, la prise en charge continue d'évoluer et il y a une recherche soutenue par rapport à ce sujet-là. Et l'ICANS peut être induit par des thérapies qui activent les cellules T. Et donc, pour résumer, l'ICANS par rapport au CAR-T, le délai médian d'apparition de l'ICANS par rapport au CAR-T, ça apparaissait entre 4 à 8 jours après avoir reçu le CAR-T et ça durait de 12 à 17 jours. L'ICANS dans la thérapie CAR-T avait une incidence de 37 à 87 et si on parle des anticorps bispécifiques, on voyait que le délai médian était entre 4 jours et 2 semaines, avec une durée d'à peu près 3 jours. Et là, on parlait d'une incidence entre 1 à 65. Alors, j'espère que ce fut intéressant, que vous avez appris sur la SLC et les ICANS. Et au plaisir si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation très intéressante, très pratique. À vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Nous vous invitons à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner les autres formations disponibles pour vous. Je voudrais mentionner que cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie. Et je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui vous aidera à diriger les personnes touchées et les familles que vous soutenez vers nos services, comme nos feuillets détachables. Alors, n'hésitez pas à les diriger vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qu'elles ont nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Alors, je vous dis merci et à très bientôt.